Euh, Excusez-moi, il manque une petite place. Je vais continuer à ne pas répondre aux questions pendant que je fais autre chose, puisque j'arrive pas à tout faire à la fois. Puis c'est pas de questions, c'est parfait. Diffusion directe. Si jamais elles vous viennent pendant que je fais ça, bah, allez-y, posez-moi vos questions. Hop, j'ai fait les diffusions sur le Facebook. Quelque chose que je ne peux pas préparer avant, pardon, cette diffusion en ligne. Donc je vais le faire maintenant, mais de ne pas l'oublier. Alors, YouTube, Canada, Zoom. Zoom, on va faire ça d'abord. Timeline, ok, public, ça roule. Ok, je suis pas sûr que ça marche. Oui, ça marche. Je vais mettre mon écran de vérification là de ce côté. Hop, impeccable. Et hop, voilà. Vous êtes en ligne avec moi. Je ferme ça ou pas? Oui, je vais fermer ça. Je ferme ça ou pas? Ça craint. J'ai besoin de ça? Non, non, j'ai pas besoin de ça. On verra tout à l'heure. Allez, hop. Voilà. Bien. Donc, je disais, je vais vous partager un condensé du cours que je donne dans la formation TEFT quand on attaque le niveau 3 sur la thérapie familiale. Je rappelle, niveau 1 de la formation TEFT, c'est le décodage biologique avec les bases de la thérapie familiale et transgénérationnelle. Je vous induis ce que vous allez pouvoir trouver plus tard et comment utiliser plus tard ce décodage biologique. Niveau 2, ce sera la PNL, programmation neurolinguistique et tous les outils de l'inconscient, donc les actes psychomagiques, le symbolique pur, le lâcher-prise, etc. Plein d'outils qui vont nous servir partout dans simplement la thérapie déjà. J'ai des gens qui arrêtent au niveau 2, qui n'apprennent pas le niveau 3 parce que familial, ça ne les intéresse pas, transgénérationnel non plus, ils veulent juste le décodage biologique et la PNL. Et à la fin du niveau 2, euh, vous aurez autant de compétences qu'un décodeur biologique issu d'école de Christian Flech. C'est le même niveau de formation. Vous saurez autant de choses qu'eux, vous aurez l'équivalence du titre, on va dire, avec une introduction en thérapie familiale et thérapie transgénérationnelle. Bref, la thérapie familiale, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose que j'ai commencé à contacter, moi, dans mon propre parcours. Encore une fois, j'ai fait l'expérience de cet outil-là pour mon besoin personnel parce que bah, j'avais des soucis importants avec cette partie-là de ma vie sur lesquels j'ai mis longtemps à ouvrir les yeux. Je vous explique. Euh, la thérapie familiale, c'est la thérapie de l'enfant que vous étiez dans votre famille avec vos parents de l'époque. D'accord? La théorie de la thérapie familiale, c'est euh, les parents, bien qu'ils aient fait ce qu'ils aient pu, du mieux qu'ils pouvaient, ils ont parfois été défaillants. Je suis papa d'une jeune femme maintenant qui a 20, alors je dis 20 ans, mais on est entre les deux âges, donc 9 ans et demi. Euh, et j'ai échoué dans mon rôle de père sur pas mal d'années avant que je commence vraiment à travailler sur ma propre histoire d'enfant, de réparer cette partie d'histoire d'enfant et de lui permettre d'avoir un papa vachement plus évolué que ce qu'il était à l'époque, puisque on était arrivé à un stade où on était séparés avec sa mère et elle voulait plus me voir parce que je lui faisais peur. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, là, il faut que je change quelque chose. Elle était mon moteur pour changer mon histoire, en fait. Et je me suis mis à, ben, voilà, à trouver ce qu'il me fallait pour réparer ça. J'ai trouvé ce qu'il fallait, j'ai fait le travail thérapeutique. Comme j'étais déjà thérapeute en décodage biologique, j'ai
que j'avais déjà la PNL, j'ai compris comment cet outil-là fonctionnait. Et je me suis mis à tenter d'introduire ça, de fusionner ça avec ce que je faisais déjà. Et c'est là qu'est née la TEFT, en fait. C'est quand j'ai découvert cette thérapie familiale-là. Ça se nomme pas comme ça, mais peu importe. Euh, donc, ma fille avait 4 ans. On était donc en 2010. Ouais, c'est ça. 2010. J'étais déjà donc thérapeute depuis un moment, mais il me manquait cette partie-là pour régler, moi, mes propres problèmes de relation. J'étais dans un problème où j'étais en dépendance affective à l'ex-femme que j'avais. Et je cherchais des solutions pour arriver enfin à couper cette façon d'être en couple, en relation. Ça ne m'allait pas, en fait. C'était pas ce que je voulais vivre et c'était pas agréable, c'était pas confortable du tout. Et j'ai trouvé, j'ai travaillé, ça m'a pris 2 ans pour sortir de ça. Et quand je suis sorti, je suis bien sûr sorti complètement différent de celui que j'étais avant. Et j'ai pu réparer l'histoire de ma fille au fur et à mesure des années qui sont passées ensuite. Mais pour ça, il a fallu que j'ouvre les yeux sur ce qui n'allait pas chez moi, sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'est pas que je voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le voir. Et je vais vous expliquer comment, en test, on peut arriver à le voir, et on peut arriver à le travailler. Parce que c'est vraiment ce qui va nous bloquer le plus en termes d'évolution thérapeutique. C'est ce que j'ai appelé la loyauté familiale archaïque. Euh, donc, je vais commencer par là, cette théorie-là plutôt. Ouais, je change encore mes plans. Parfait. Donc, ça va être ici. Ça va être ici. Hop. Avec ça. Bon, ça va être égal. Ah oui, mais je commence par ça. Ok, je commence par ça, donc c'est pas la bonne piste. Donc l'idée que j'avais avant, elle est mieux. Voilà, à chaque fois, j'adapte. Parfait. Eh bien, je sais sur quoi je partirai après, du coup, mais je vais d'abord faire le tour de, tiens, dans l'idéal, qu'est-ce qu'un enfant, de quoi un enfant a besoin de ses parents pour grandir, s'épanouir, se sentir confiant en lui, sûr de lui, confiant dans ses relations, bien dans sa peau, quoi. Je ne sais pas combien d'entre vous ne le sont pas. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'il faut que je pose la question et le sondage. C'est pas mal ça. Ok, je vais créer ce sondage-là. Allez hop, on est reparti. Euh... D'amour et d'écoute. Vous répondez déjà. Chat plus, hop, sondage. Qu'est-ce que j'ai en question? Votre famille. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais rajouter un. Ok. Je vais rajouter le sondage qui dit euh, pour quel sujet vous êtes là ce week-end. Alors, ce week-end, pas aujourd'hui particulièrement, mais ce week-end. Il y en a trois, globalement. Le décodage biologique pour les maladies, parce que s'il y a un objectif chez vous, c'est la maladie, ce qu'on appelle la douleur. Ok, hop là, ça se met pas taxon, là, ça se met celui-là. Ok. Ensuite, des problèmes. Alors, je vais dire relationnel. Non, je vais dire relationnel. Relationnel amoureux. Relationnel avec un bon mot, ça va mieux. Allez, oui, j'ai pas eu le temps depuis des deux de faire ça. Je m'aperçois qu'une heure, c'est même déjà un peu juste. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Hop, pour relationnel. Premier problème posé. Des problèmes relationnels familiaux. Familiaux, c'est dans le sens où on entend en TEFT, c'est-à-dire vous avec vos parents aujourd'hui, hein, ou vous avec vos enfants aujourd'hui, les deux. Et le troisième, hop, le transgénérationnel. Alors, j'aimerais bien vous faire choisir de force un seul choix.
Mais il y a des gens qui vont pas plus choisir ça. Ok, donc tant pis, c'est choix multiples. J'aurai plusieurs réponses, mais on va voir si cet après-midi, vous serez plutôt intéressé. Dites pas oui, maintenant que je le sais. Non, c'est au départ, quand vous êtes venu ici, vous étiez fixé sur quel problème. D'accord? Pas celui que vous avez appris à découvrir au fil de l'eau depuis vendredi matin, mais celui sur lequel vous avez eu la motivation de dire, tiens, je vais faire ça parce que ça va me parler. Allez, le sondage est sorti. Hop, non, il n'est pas encore sorti. J'y vais dans la bibliothèque. Hop, je vais le sortir après. On va lancer ce sondage sans titre. Non, c'est peut-être pas ça. Votre famille, mince. Sondage, une question. Ah ouais, c'est lui. Ok, c'est parti. Répondez au sondage, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre. Pardon. Prendre plusieurs choix. Alors, j'avais commenté sportivement, c'est le transnational qui décolle, qui prend l'avant, les problèmes relationnels familiaux. Décodage biologique suit de très près, les problèmes relationnels amoureux un peu moins. Qui me dit quoi? Je suis venu pour compléter ma pratique, donc tout. Eh ben oui, mais bah, coche tout, c'est pas de problème. Euh, les maladies, ça s'équilibre. Maladies, familiaux, transgénérationnels. Il y a très peu de problèmes relationnels amoureux. C'est ce qui marche le moins. Ça se stabilise. On a 23 réponses sur 35. Allez, les 12 qui restent là, on remplit, on coche, on clique. J'aimerais bien avoir plus que 65% de participation. 68, ça monte. Le transgénérationnel se redécolle. Je vous rappelle que c'est pour quel sujet êtes-vous venu là ce week-end, a priori en premier abord. Pas d'accès au sondage sur le téléphone? Si, sûrement. Il y a un petit accès au sondage sur le téléphone. Il faut cliquer sur les trois points et tu vas accéder à ça derrière, je pense. Ok, 16, 14. Vous allez me faire une égalité parfaite? Non. Vous trichez. 74. Allez, 26 sur 35. Ils sont où les 12 autres là qui dorment? C'est pas que à moins qu'ils n'ont pas accès au sondage et qu'ils ne le disent pas et qu'ils ne le fassent pas. Mais normalement, si vous cliquez sur les trois petits points sur votre téléphone qui vont ouvrir le petit plus, peut-être même, suivant votre téléphone, ça change aussi. Ok, on est à 19 sur 29 pour le transgénérationnel, 20 maintenant sur 30. Et puis, juste après, derrière, le découpage biologique des maladies. On vient de le voir aujourd'hui et hier. Et le 17 sur 30, c'est les problèmes relationnels familiaux. On va s'adresser donc aux personnes qui sont principalement intéressées par les problèmes relationnels familiaux. Les problèmes relationnels amoureux, il y en a quand même 9, maintenant 10 sur 31 et 18 sur 31. C'est pas mal. 31 sur 35, vous êtes fort quand même. Il n'y en a que 4 qui n'ont pas répondu. Merci. Hop, mettre fin au sondage relationnel amoureux, relationnel familiaux. Je peux pas vous partager comme ça, je ne mets pas comme ça. Ok. Hmm. Ok. Donc c'est globalement assez équilibré, mais si les problèmes relationnels amoureux sont différents des problèmes relationnels familiaux, on a une petite chance de se récupérer avec le plus grand sujet. En tout cas, au total des 4 sujets, il y en a 28 qui sont pour les problèmes relationnels, 21 pour le transgénérationnel et 20 pour le décodage biologique. Parfait. Alors, on va rentrer dans le problème relationnel. Euh, je vais donc vous diffuser ces documents-là, le partage de ceci. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Non, c'est pas une bonne idée de faire comme ça. C'est une meilleure idée de partager l'écran. Ok. Hop, 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 hop. Voilà, je vais grossir ça, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Ça, c'est la synthèse des rôles de la mère avec sa fille. Parce que une mère avec sa fille ou une mère avec son fils n'ont pas les mêmes rôles, et un père avec sa fille, un père avec son fils n'ont pas les mêmes rôles non plus.
Chacun est à sa place, chacun a ses capacités propres énergétiques internes à faire le truc. Et donc, pour une mère avec sa fille, avant la conception, son rôle principal, c'est la fondatrice d'un cadre sécurisant et aimant. Avant la conception. C'est-à-dire qu'avant de concevoir un enfant, une mère doit avoir fondé un cadre sécurisant et aimant, forcément dans son couple. OK? Donc pour ça, elle doit résoudre ses conflits familiaux, choisir un partenaire épanoui et engagé pour devenir une femme confiante, pour devenir ou devenir une femme confiante en parallèle. L'impact sur la fille, qui n'est pas encore née, on parle là de progescence. Ça crée un événement, un environnement propice à une grossesse désirée et un couple stable pour accueillir l'enfant. Si la grossesse n'est pas désirée, si le couple n'est pas stable, c'est mal barré d'entrée. Ok. Une fois qu'elle est enceinte, pendant la grossesse, elle devient la gardienne du foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop, on va faire ça comme ça. C'était pas une bonne idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit créer un environnement utérin, donc dans son utérus, nourrissant, impliquer le père activement, transmettre ses émotions positives. Pourquoi? Pour que la petite fille ressente l'amour, la sécurité dès la conception, favorisant un développement émotionnel sain. Si il n'y a pas ça, c'est encore un petit peu plus la cata. Mais c'est pas tout. Dans la naissance et la petite enfance jusqu'à 3 ans, parce qu'après, il y a des choses qui vont changer, c'est une base sécurisante et un miroir d'amour. C'est elle qui est la plus proche de son enfant. Elle doit lui apporter donc un accueil inconditionnel, un contact sensoriel intensif et doit partager les responsabilités parentales. Il n'y a pas que elle qui s'occupe de sa fille, papa doit le faire aussi. Pourquoi? Parce que ça va construire une sécurité affective absolue et un attachement sécurisant. On sait aujourd'hui que des enfants qu'on prend beaucoup dans les bras sont beaucoup plus sécurisés, stabilisés que ceux qu'on prend jamais dans les bras, malgré tout ce que nos parents ont reçu comme consigne et ont bêtement suivi. Dans son enfance de 3 ans à 12 ans, la mère est pour sa fille un guide et un refuge. Elle vient dans ses bras exprimer tous ses ressentis, donc elle doit être accueillie dans tout ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la mère de valider toutes les émotions, éduquer à l'intimité, protéger et encourager l'autonomie. Ce guide, ce refuge, cette position de mère de 3 à 12 ans, c'est ça. Ça va développer chez la fille une confiance en soi, une capacité à exprimer ses émotions et à explorer le monde en sécurité. Après adolescence, âge adulte, ça commence un peu plus à être sport, dans le sens où ça implique que la mère est vraiment, vraiment, vraiment travaillée sur elle. Donc, de l'adolescence de 12 à 18 ans, c'est un allié, la mère est un allié dans la métamorphose. Cette jeune femme, jeune fille est en train de passer de jeune femme à femme dans ces étapes-là. Donc, la mère doit célébrer les étapes clés, les règles, le premier amoureux, la première relation, etc. Rester un port d'attache, c'est là où on revient effectivement vers maman, et préparer la parentalité future, c'est-à-dire euh, euh, être la bonne mère pour cette jeune femme jusqu'à ce qu'elle soit mère à son tour. Ça renforce l'estime de soi de la jeune fille, ça facilite la transition vers l'âge adulte avec des repères solides. Et une fois que cette jeune femme est adulte, la mère doit être un miroir et un filet de sécurité invisible, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle est là, mais elle n'est pas présente. Elle n'est pas étouffante, mais on sait qu'elle est là. On a absolument confiance dans sa présence s'il y a besoin. Pour ça, la mère doit offrir un amour inconditionnel, toujours, incarner une féminité inspirante et légitimité, et légitimer son histoire. C'est-à-dire qu'elle doit raconter, partager ses expériences de femme, de jeune fille, de mère, pour que sa fille continue à avoir des informations sur qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui n'est pas bon de faire, bref, continuer de guider. Ça permet à la fille de s'épanouir en tant que femme équilibrée, capable de relations saines et autonomes. Ok, si je fais un sondage dans la salle maintenant, je ne suis pas sûr que vous ayez tout eu ça, hein. En tout cas pas la totalité, mais je vous le souhaite parce que c'est ce qui vous aurait permis, ce qui vous a permis, si vous l'avez lu, d'être équilibré, saine, etc., 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 si vous êtes une fille avec sa mère.
Oh, il y a déjà du chat. Voilà, il y a du boulot. Je ne l'ai pas été, mais je le suis pour mes filles. Ok, on va parler de tout ça bien après, mais c'est intéressant. Vos réponses sont intéressantes. J'arrête pas le partage. Si, non, j'arrête pas le partage. Je vais ouvrir un autre. Ça, il est là. Ah, il est là, il est caché. Caché derrière tous mes outils. Ok, PPTX mail. Non, c'est pas ça, c'est à partager. Je vais y arriver. Pom, 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 règle du maire pour le fils. Ok, pour le fils. Vous verrez les petites différences. Avant la conception, elle doit choisir un bon père. Un bon père qui sera l'exemple pour son fils et un bon père qui sera l'exemple de masculin pour son fils. Donc, elle doit se libérer de ses blessures, choisir un partenaire mature et engagé, construire une relation épanouie pour que le fils se sente légitime et en sécurité dès sa conception, avec un modèle parental stable pour se construire. Dans la grossesse, elle est la créatrice du sanctuaire, c'est-à-dire vivre une grossesse sereine, impliquer le père dans les préparatifs et montrer une connexion avec le bébé. Comme ça, le fœtus grandit avec la certitude d'être désiré, ce qui renforce son ancrage émotionnel et son sentiment de valeur. De 0 à 4 ans, ça change un petit peu avec les garçons. C'est une base sécurisante. Il, la mère, pour son fils, doit répondre aux besoins avec constance. Câlin, allaitement, voix rassurante, et valider ses émotions sans jugement. De 0 à 4 ans, il apprend à s'affirmer avec bienveillance tout en se sentant soutenu dans des découvertes et ses défis. S'affirmer, ça veut dire qu'il est accueilli dans tout ce qu'il exprime. On ne le fait pas taire, on ne le fait pas penser différemment, on l'accompagne. De 4 à 12 ans, on verra tout à l'heure dans le père ce qui va se passer, mais la mère, elle va être le guide bienveillant, c'est-à-dire qu'elle va encourager ses explorations. Elle va pas lui foutre la trouille parce qu'il essaie de grimper dans les arbres, par exemple. Lui apprendre à respecter les autres et créer des rituels de complicité qui vont permettre de renforcer le lien, on va dire, euh, maman-garçon, parce que ce lien de complicité va aider le garçon euh, à se sentir soutenu dans ses couvertes et ses défis et ses relations aussi avec le féminin, puisque il grandit. Dans l'adolescence, la mère, c'est le phare émotionnel. Elle va accueillir cette tempête sans jugement, parler de sexualité avec bienveillance et rester en refuge stable. Mais accueillir cette tempête, c'est très important. Il va parfois exploser, pardon, il va parfois sombrer, mais maman, accueille, 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 accueille. J'ai écrit sans jugement, j'aime pas écrire ces mots négatifs, mais je ne peux pas accueillir inconditionnellement, ça ne vous parle pas assez, donc j'ai écrit sans jugement. C'est le plus dur. Pour que lui traverse les bouleversements qu'il vit dans son corps, dans sa biologie, dans son état sociétal de garçon à jeune homme, avec résilience, en intégrant que ses émotions et son identité sont valables. À l'âge adulte, c'est le refuge inconditionnel, la maman, qui doit lui rappeler qu'il est aimable quoi qu'il fasse et célébrer ses étapes sans condition. Tout ce qu'il réussit, ça se célèbre. Dans ce cas-là, il peut devenir un homme capable d'aimer et de se sentir digne d'amour sans chercher désespérément validation ou approbation. Messieurs, s'il y en a, j'espère que vous avez eu ça. Le rôle du père pour la fille. Vous aurez tout ça ce soir aussi par mail. Hop, 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 hop. Ok. Avant la conception, c'est devenir un homme prêt. Prêt à quoi? Ben, prêt à être un homme, à être un père. Donc, résoudre ses conflits personnels et choisir une personne aimante et stable. Je vois énormément de pères qui ont choisi des mères complètement barjots. Et inverse aussi, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais chez l'homme, c'est plus courant, donc je n'ai même pas parlé. Enfin, chez l'homme. La femme va souvent choisir un mari. Oh là là, Céline, bien, on va commencer à discuter de ça, du coup. Euh, je vois souvent des hommes, enfin des femmes qui ont choisi des maris distants,
violent, alcoolique. Ok, ça c'est un grand classique. L'inverse est aussi vrai, c'est des femmes qui vont choisir, c'est des hommes qui vont choisir des femmes taillantes, froides, fermées, qui vont donc priver. C'est quoi une femme barge? C'est une femme psychotique euh, euh, qui traîne dans des instituts de, de psychiatrie. D'accord? La femme excentrique, elle n'est pas barge, elle est excentrique. Tant qu'elle est présente, aimante, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la femme vraiment psychiatrique qui sait pas aimer, qui a pas d'amour, qui est violente, qui est donc ouais, toxique et dangereuse. Euh, Céline, je rebondis sur ce que tu as dit. Lui rappeler qu'il est aimable, quoi qu'il fasse, conduit à des catastrophes. C'est le laisser faire ce qu'il veut. Non, on n'est pas dans l'enfant roi. On est dans la maman qui va être capable d'expliquer à son enfant, parce qu'elle le respecte et parce qu'elle l'aime, qu'il a de la valeur et qu'il n'est pas nécessaire qu'il fasse n'importe quoi pour qu'on l'aime. D'accord? Les enfants qui deviennent des petits tyrans sont des enfants issus de femmes qui n'ont pas les capacités d'aimer correctement. Pourquoi elles n'ont pas ces capacités d'aimer correctement? Parce qu'elles-mêmes n'ont pas été aimées correctement, parce qu'elles-mêmes ont été écrasées par leur père, bref, parce qu'elles ne sont pas devenues ces femmes que j'appelle la femme remplie de son féminin sacré. On va voir tous les détails après. D'accord? Un enfant, contrairement à ce que dit Freud, et c'est là que Alice Miller intervient, un enfant est pur, il est amour, il est douceur, il est ouverture aux autres, il n'est pas le petit monstre que Freud a décrit. Alors, Steph, je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a des femmes à l'RHP qui sont pas barges, juste abîmées, bien sûr, mais si l'homme choisit une femme barge, donc pas juste abîmée, c'est une catastrophe pour l'enfant, comme si la femme choisit un homme violent et alcoolique. C'est la même chose, en fait. D'accord? Bien sûr qu'il est abîmé parce qu'il est violent et alcoolique, mais n'empêche que c'est donner à son enfant quelqu'un qui n'est pas stable. Et ça, c'est de notre responsabilité d'être humain, de donner à notre futur enfant le parent face à nous le plus stable possible pour que nous, dans notre couple, on soit stable et que la famille soit stable. Donc, je réponds hop, 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 je finis encore à Céline. J'ai répondu à deux parce que ça va réveiller plein de choses, hein. Vous n'allez pas être d'accord. Vous n'allez pas être d'accord avec plein de choses. Et je suis d'accord, vous ne soyez pas d'accord, parce que vous ne savez pas encore ce qu'on peut faire. Vous êtes globalement en train de soit vous défendre parce que vous le jugez comme ça, soit de défendre vos parents parce qu'ils ont été comme ça quelque part sans même que vous le sachiez encore. On verra ça après. Je sais que ce moment est très électrique et j'accueille, c'est normal. Là, je mets juste des munitions pour que vous puissiez juger ce que vous avez eu ou pas. Point. Je vais arrêter de lire ça. Ok, j'arrête de De lire. l'électricité viendra la lumière. Ouais, peut-être. La grossesse. Pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il fait le papa? Eh bien, il prépare l'arrivée avec joie. Il parle au ventre, il crée un espace sécurisé pour la mère, il exprime son enthousiasme. Il est là pour soutenir son enfant à travers le ventre de sa femme. Donc, pour soutenir son enfant à travers le ventre de sa femme, il est aux petits soins pour elle. D'accord? Ça donne à la petite fille, à l'intérieur, un sentiment d'être désirée et légitime, parce qu'elle le sent à travers le ventre de maman. De 0 à 3 ans, il est là pour construire le lien d'attachement, c'est-à-dire qu'il participe aux soins, bain, câlin, il stimule l'essence, la voix, le toucher, il exprime son enthousiasme et il célèbre chaque étape d'évolution. Si papa valide chaque étape de mes évolutions, moi, petite fille, j'ai confiance en moi et surtout en l'autre. Pourquoi j'ai confiance en l'autre? Parce qu'il fait confiance en moi. Jessica, je suis ravi qu'en tant qu'observatrice, vous soyez assez d'accord. C'est cool. Et si tu n'es pas d'accord, eh ben c'est pareil parce que c'est ma façon de le voir. On va discuter de tout ça après. De 3 à 12 ans, d'ailleurs, je vais fermer ça.
de 3 à 12 ans, il va aider sa fille à explorer le monde. Pourquoi? Parce qu'à partir de 3 ans, il va pouvoir la sortir un petit peu du cercle très très fermé, nécessaire et vraiment vital des bras de sa mère pour aller jouer avec elle, transmettre des compétences, le vélo, le contact avec les animaux, expliquer la relation sociale. Ça va renforcer son estime d'elle, sa créativité et sa résilience. Elle va apprendre qu'elle peut faire des choses par elle-même. Et en tant que femme dans notre monde, c'est super important. Si papa lui a pas montré et appris qu'elle pouvait se débrouiller toute seule, son histoire sera un peu plus compliquée que les autres. Entre 12 et 18 ans, il va l'accompagner vers l'autonomie. Donc, parler de sexualité et de consentement, soutenir ses projets, mais surtout, j'ai envie de dire, accueillir sa féminité. C'est-à-dire parler sans problème de ses règles, de ses problèmes, de règles particulièrement, parce que chez la jeune fille à ce moment-là, si le papa, donc la représentante du masculin qu'elle connaît le mieux, qui est le plus proche, il est totalement distant de ça, effacé, qui ne veut surtout pas en parler parce que c'est un truc de fille, ok. L'estime d'elle qui a été préparée là de 3 à 12, la confiance, elles sont pas là. D'accord? Il va lui parler de consentement parce que là, elle est dans l'âge où il va y avoir à consentir ou pas. Donc, il faudra que la fille ait confiance en elle, confiance en lui, le père, l'homme, et que cet homme-là lui ait transmis les outils pour se protéger elle-même. Elle va apprendre à dire non, en fait. Non et en sécurité. J'ai mis 18 ans et plus parce qu'après, c'est toujours pareil. Il va être le soutien inconditionnel. Inconditionnel. Elle a besoin de quelque chose, il rapplique. Elle a besoin de déverser quelque chose, il l'entend, il l'accueille. Donc il va respecter ses choix, transmettre un héritage, des valeurs, des objets, mais surtout des principes, et devenir un grand-père bienveillant pour ses futurs enfants s'il y en a. D'accord? Il va offrir un ancrage identitaire et une sécurité sociale durable. Sociale dans le sens relationnel. La relation entre le père et la fille va permettre à la fille d'avoir de bonnes relations sociales, ce qui va être intéressant pour elle dans son métier et dans ses relations sociales. Je vais conclure sur cette partie après. Pour l'instant, je vais partager l'autre. OK. Les rôles du père pour le fils. Hop. Pareil. Avant la conception, il est guérisseur et visionnaire, c'est-à-dire qu'il a résolu ses conflits familiaux, choisir une partenaire épanouie et aimante, travailler sa confiance en soi et sa maturité émotionnelle. Il faut que ce soit un homme quand il va rencontrer sa femme et prévoir sa famille. Ça fera naître le fils dans un environnement stable et aimant avec des parents alignés qui vont réduire les risques de transmission de traumatisme. Pendant la grossesse, il est le gardien uni, le partenaire amoureux, donc il va créer un espace sécurisant pour la mère, parler et toucher le ventre régulièrement, participer au préparatif, maintenir l'intimité du couple. C'est des choses que j'entends assez souvent, des femmes qui ont été délaissées par leur mari quand elles étaient enceintes, parce que pour lui, c'était pas possible. Si c'est pas possible pour lui, c'est qu'il a des choses à travailler. Il est adulte, il va les travailler pour son enfant. Parce que couper l'intimité avec sa femme pendant la grossesse, c'est la pire des idées qu'on puisse avoir, autant pour la femme, pour l'homme que pour l'enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant, alors je dis le fils là, mais c'est valable pour la fille bien sûr, ressent la sécurité et l'amour dès l'utérus, favorisant un attachement sécurisé et une naissance sereine. Si papa et maman n'ont plus de sexualité pendant que je suis dans le ventre, je suis responsable de la rupture, inconsciemment, bien sûr, puisque c'est quand je suis là que ça se passe pas, d'accord? Euh, ou je vais grandir dans un espace où la sexualité n'existe pas. Je ne ressens pas, moi, dans le ventre de maman, tous les bienfaits de cette sexualité, donc je ne vais pas inconsciemment chercher à les retrouver dans ma propre vie d'adulte, moi. Garçon ou fille, c'est pareil. Naissance et premiers mois, c'est le premier miroir et le protecteur, le papa. Il est présent à l'accouchement, il accueille l'enfant dans ses bras et il soulège la mère et il porte souvent l'enfant. Pourquoi? Parce que ce contact-là, très intime, l'enfant l'a plus avec sa mère
Donc, pour avoir cette proximité physique, se sentir protégé, important et désiré par l'enfant, c'est important que papa s'occupe de lui beaucoup. D'accord? On n'est pas, hop, c'est pas un problème, il n'est pas assez grand pour aller jouer au foot, donc il ne m'intéresse pas. Non, non, on n'est pas dans ça du tout. Petit enfant, 0 à 4 ans pour le fils, le papa est la base sécurisante et le célébrateur. Il va célébrer chaque progrès. Pourquoi? C'est comme pour la fille, hein, c'est pareil, c'est le même principe. Mais en étant présent constamment, il va donner la sécurité par sa présence. D'accord? Il va valider ses émotions, il va absolument jamais lui reprocher ses émotions, bien sûr. Il va stimuler sa curiosité et féliciter chaque progrès, parce que chaque progrès pour un garçon est très important dans le sens où il a sa valeur sociale à acquérir. La fille a cette valeur sociale à acquérir, c'est important pour elle aussi, mais elle va avoir à acquérir enfin, chez la maman, une valeur affective de la même façon. Ce que je veux dire là, c'est que un papa qui félicite son fils va faire un garçon qui va explorer le monde avec confiance, qui va développer une bonne estime de soi et une relation sécurisante avec ses émotions, ce qui fera un homme futur qui sera capable de reprendre le même rôle, d'accueillir ses enfants, etc., etc. On pense toujours aux descendants de ce qui va se passer. De 4 à 12 ans, c'est un guide bienveillant et défenseur de son individualité. Donc, il va l'accompagner dans ses apprentissages sans faire à sa place, comme avec la fille, hein. Transmettre des compétences concrètes, reconnaître et valoriser ses traits uniques, et c'est très important de pas, de pas réduire l'enfant à t'es moins bien que l'autre. Non, toi, tu es unique et j'aime comme tu es unique. Et même si tu es différent que moi, eh ben voilà, je t'aime. C'est un amour inconditionnel, une reconnaissance inconditionnelle de son identité. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de construire sa propre identité en se sentant soutenu. Il n'est pas soutenu dans son identité, il n'y aura pas d'autonomie, créativité, de résilience, tout ça, c'est pas possible. À partir de 13 ans, l'adolescence, c'est un phare dans la tempête et le coach émotionnel. Ok, le garçon va traverser des choses importantes dans son adolescence, dans sa façon de devenir homme, avec sa voix qui change, avec les poils qui poussent, etc., avec ses pulsions, avec tout ça. Et papa doit rester disponible sans être intrusif. Donc, trouver le juste milieu, c'est parfois difficile. Mais si il est disponible, qui normalise ses émotions, qui partage ses propres échecs, qui soutient ses prises de risque avec des limites claires, tu peux apprendre à faire de la moto si tu veux, mais tu mets bien ton casque. Voilà. Mais vas-y, je te fais confiance. Pourquoi? Parce que le fils va pouvoir traverser les défis de l'adolescence avec un sentiment de sécurité, apprendre à gérer ses émotions et prendre des décisions éclairées. Éclairées par quoi? Par l'expérience et le soutien de son père. Un adolescent abandonné par son père, ça va faire soi-même toutes les expériences et ça va forcément prendre des risques et faire des trucs inconsidérés. Mais tout ça, ça vient au début de le travail du père sur lui-même, comme le travail de la mère sur elle-même tout à l'heure. L'âge adulte, c'est un sage et un allié inconditionnel. Il va partager son expérience si elle est demandée, il va écouter sans juger, soutenir ses rôles de parent, de partenaire, transmettre des récits familiaux, des objets symboliques. On est vraiment dans papa, c'est un sage et il est de mon côté. Comme ça, le fils se sent libre d'être lui-même avec un père comme soutien plutôt que comme figure d'autorité et qui peut transmettre sécurité et amour à ses propres enfants. C'est le seul endroit où j'ai écrit autorité et c'est négatif, plutôt que comme figure d'autorité. Le père, ce n'est pas l'autorité, c'est le soutien et c'est celui qui transmet la valeur. Ce n'est absolument pas l'autorité. On va reparler de tout ça. C'est un train dans la tête que je reçois, oui, ben, bien sûr. Ces grilles ont été créées par toi, elles sont créées par moi, bien sûr. Elles sont écrites par moi. Oui. Et tout le cours, il y a une trentaine de pages qui parlent, qui développent chaque coin. Je l'ai créé d'après ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai fait, ce que j'ai raté, etc., etc. D'accord? Donc ça, vous l'aurez ce soir par mail. Le train que tu as pris dans la tête, Coralie, il est bienvenu parce que
parce que ça vous montre ce qui vous a manqué, ça vous met la puce à l'oreille de tiens, ok. Avec des années de patriarcat, la génération de nos parents ont été peu dans cette éducation, bien sûr. Et c'est de là que viennent toutes nos souffrances. Mais, on va faire un petit test. D'accord? On va faire un petit test. Avant de faire petit test, je vais juste vérifier un truc. J'ai besoin d'un petit moment de pause dans lequel vous pouvez me poser des questions. Je vais tenter de répondre en même temps. Question à l'oral, bien sûr, ce que je ne pourrais pas lire en même temps que je lis d'autres trucs à côté, ça. Non, j'ai une capacité, mais là, il ne faut pas pousser mes mains dans les orties. 3, 4, 5, 6. Ok. 7, 8, 10, 11. Ok. Donc, pas de questions jusque-là? Pas de remarques, rien du tout. Tout ça roule. À part ce que vous avez écrit dans le chat tout à l'heure, il y a rien qui vous travaille plus que ça. Parfait. Bien sûr que si, ça travaille. Mais Ok. surtout pour nos propres enfants. Ah oui, ça oui. Ah, ça travaille beaucoup. 1, 2, 3. Ok. Je suis en train de faire. Je vais faire cette fois-ci par un sondage. Ça m'est venu aussi tout à l'heure. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Ok. Mais je vais le faire maintenant. Ça ne m'empêche pas. 1, 3, 4, 5, 6. Ok. Vous aurez le 6. C'est-à-dire. Nanana, nanana, c'est un choix multiple. Ok. Parfait, 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 parfait. Ok, c'est terminé. Euh, tous les adolescents passent par des tempêtes, même si leur enfance était très belle. Alors, non. Personnellement, je ne suis pas passé par une tempête adolescent. Mais c'est pas parce que mon enfance était très belle. C'est parce que j'avais rien le droit d'exprimer. Point. C'était comme ça et pas autrement. Donc, j'ai dû fermer ma gueule, rester dans mon trou, et je me suis écrasé toute mon adolescence. C'est ce qui m'a poussé à avoir cet accident plus tard. Ça fait partie de. J'ai pas réglé des choses que j'avais réglées à l'adolescence parce que je n'étais pas possible de me faire écouter dans ma famille. Ou alors mal écouter. Bah, du coup, il a fallu que j'explose autrement, voilà, avec ces rallyes, cette recherche de reconnaissance justement que j'avais pas eu. Je vais garder ça ouvert dans un coin. Ça marche. Bon, maintenant, je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que je fais une coupure?